à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'entretien du jour. Un entretien du jour consacré aujourd'hui à la Côte d'Ivoire et aux femmes africaines. Nous recevons aujourd'hui Euphrasie Kwasi-Yao. Bonjour Euphrasie Kwasi-Yao. Bonjour Comment madame, allez-vous? ça va très bien. Alors vous êtes conseillère spéciale du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, chargée du genre. Vous nous expliquerez ce que cela veut dire. Vous êtes coordinatrice nationale du programme Compendium. C'est un programme présidentiel qui valorise les compétences féminines dans les fonctions administratives et électives dans le but d'améliorer les chiffres de la parité entre les femmes et les hommes en Côte d'Ivoire. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà quelle est votre mission? D'accord. Alors, ma mission, c'est de conseiller le président de la République sur tout ce qui est genre. Le genre, c'est une approche, c'est une méthodologie qui vise à corriger les inégalités, qu'elles soient sociales, économiques, politiques, entre les femmes et les hommes. Et c'est une stratégie aussi qui permet de relever les injustices, les discriminations, les stéréotypes qui existent qu'on ne voit pas souvent. Donc quand vous avez quelqu'un qui dit « moi je m'occupe du genre » auprès d'un président de la République, c'est-à-dire cette personne aide le président à construire sa politique. Or, une politique de genre, c'est d'analyser toujours de manière comparative la situation des femmes et des hommes, des filles et des garçons, d'identifier les inégalités et surtout leurs sources, les sources d'inégalités, et aider le président à les corriger. C'est aussi simple. Le genre est un outil. C'est comme l'outil informatique. Vous voyez, quand, par exemple, vous voulez utiliser écrit, vous prenez le Word pour aller plus vite. Quand vous voulez faire les statistiques, vous prenez Excel. C'est la même chose que l'outil genre. C'est une très belle approche pour l'Afrique et ça, je continuerai à défendre cela, que ce soit auprès de mon patron ou auprès du monde entier, de l'Afrique et du monde. Voilà ce que je voulais dire sur le genre. Et c'est ça mon rôle en fait. Et par rapport à ce rôle-là, je propose des programmes. Quelquefois, il initie lui-même, comme le programme Compendium, certainement. Alors justement, vous parlez du programme Compendium. Vous avez donc développé des outils à l'intérieur de ce programme pour lutter, voire détruire tous ces stéréotypes. Alors comment s'est passée la réunion des champions internationaux de l'égalité des sexes à laquelle vous avez pris part ici même à Paris? Voilà, la Côte d'Ivoire a été invitée par la secrétaire générale de l'OIF pour participer à ce grand débat. Alors rappelons ce que c'est que l'OIF, pour nos téléspectateurs qui ne connaissent pas. La Côte d'Ivoire a donc été invitée par l'Organisation internationale de la francophonie dans le cadre de sa réunion annuelle sur le International Gender Champion, c'est-à-dire les champions internationaux du genre. Et donc nous avons été invités, nous avons parlé des stéréotypes, mais surtout de leur déconstruction. Comment déconstruire les stéréotypes qui nous bloquent? Par exemple, donnez-nous un exemple concret. Quand on vous dit une bonne femme ne doit pas prendre la parole en public. Ça, c'est un stéréotype. Le fondement, c'est que cette femme-là, elle n'aura même pas envie de parler devant les gens. Elle ne peut pas parler en public. Elle n'aura pas envie de se présenter aux élections parce qu'il faut parler. Et donc, il y a la racine d'abord du stéréotype. Et puis, il y a les mesures institutionnelles qui perpétuent les stéréotypes. Et puis, il y a ce qu'on voit. On vous parlera des violences. Mais tu ne peux pas parler en public, mais on peut te violer. Tu ne peux pas parler en public, mais tu ne peux pas être député, tu ne peux pas être maire. Tu ne peux pas parler en public, mais même quand tu es malade, tu ne peux pas t'exprimer. Donc, il faut détruire ce stéréotype. Et comment vous vous y prenez concrètement? Nous, en Côte d'Ivoire, on a fait le programme Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. Parce qu'on a fait une étude déjà qui a montré que 80% de ces personnes interrogées nous ont dit que si on veut détruire ce stéréotype qui dit qu'une bonne femme ne doit pas prendre la parole en public, il faut déjà valoriser les compétences des femmes. Ensuite, on a vu aussi que 2% seulement des femmes votent pour les femmes. Ça, c'est notre étude à la chaire qui nous a montré ça. Alors que 37% des hommes votent pour les hommes. Donc, dans ce programme aussi, on a décidé de créer un réseau entre femmes. On a décidé de renforcer la visibilité
la participation et le leadership des femmes pour qu'on puisse briser ces stéréotypes-là. Donc en fait, l'idée, c'est de mettre finalement des femmes compétentes en avant, leur donner les moyens, avec un soutien de la présidence et puis un soutien aussi, j'imagine, local, pour les mettre en avant et leur donner les moyens justement de s'exprimer et de valoriser, de montrer leurs compétences. Exactement, il y a deux piliers. Donc ça, par exemple, vous allez le faire là aux prochaines élections pour 2023? On a déjà fait. Par exemple, le Compédium a 10 ans. Le Compédium a été élu meilleur programme africain par le PNUD. Il a été élu best pratique par la francophonie, par l'UNESCO. On a déjà 10 ans. Je vais vous donner un exemple concret. En 2016, on était à 105 femmes candidates quand on faisait les élections passées. Les élections passées, c'était en 2011, pardon. On était à 105 femmes candidates. Quand j'étais ministre, oui, pour le parlementaire, les élections législatives. Quand j'ai été ministre, il y avait une élection qui s'est préparée. Et on s'est dit, il faut qu'il y ait plus de femmes candidates. Donc, on a commencé à former les femmes, les coacher, comment faire une photo, comment se présenter, quelle est la constitution, que veut le peuple. En seulement 6 mois d'intervention, on a eu 328 candidats. Donc, on a brisé le stéréotype en 6 mois. Et combien ont été élus sur ces 328 ? Il y a à peu près 50 qui ont été élus. Dans tous les cas, nos chiffres ne sont pas les meilleurs. Hein. Mais c'est un début. C'est un début. On passe de 11% à 12%. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, je crois qu'on est à 14%. Tout doucement. Mais ce qui est intéressant chez nous, c'est qu'on va avec le peuple dans son ensemble. Elles n'ont pas été élues en grande majorité parce qu'il y a encore les stéréotypes. On dit une bonne femme ne doit pas parler en public. Et le repos d'une femme, c'est dans la tombe. Donc, tout ce que tu dois faire, c'est de travailler pour ton mari et pour ton mari. Mais à quel moment tu auras un peu de temps pour aller faire tes réunions politiques? Vous voyez, donc c'est tous ces stéréotypes-là qu'on essaie de briser, mais dans un ensemble. Alors, ce genre de réunion que vous avez donc fait à Paris, qu'est-ce qu'elle peut apporter dans l'amélioration des chiffres de la parité entre les femmes et les hommes en Côte d'Ivoire? Moi, je pense qu'on a eu une très belle réunion à Paris, et surtout que ça a été suivi par les 88 pays francophones. Est-ce que vous avez vu la Côte d'Ivoire, donc, est très en avant par rapport à ces questions-là? Est-ce que vous avez vu des choses similaires dans l'Afrique francophone, chez vos voisins? Oui, j'ai écouté... Est-ce que tout le monde va dans le même mouvement ou vous pensez qu'il y a encore quand même de grosses disparités entre les pays? Non, je pense qu'on a les mêmes problèmes pratiquement. En ce qui concerne l'Afrique et puis même le monde, hein. La journaliste Virginie disait que c'était pratiquement les mêmes problèmes. Mais je pense qu'on les traite différemment, vous voyez. Par exemple, il y a une qui disait que chez elle, ils ont traité ce qu'on appelle la répartition des rôles. Parce que ça aussi, ça fait partie des stéréotypes. La mauvaise répartition des rôles. C'est la femme qui doit s'occuper de tout ce qui est dans la maison. Mais il n'y a que 24 heures dans une journée. Si tu as 3/4 de ton temps dans la répartition des rôles pratiques, des rôles biologiques et tout, des rôles sociaux, à quel moment tu vas faire ta politique? Donc, elle dit que chez elle, par exemple, ils ont pris la loi qui dit que quand il y a les congés de maternité, le monsieur est obligé de prendre 3 mois. La femme aussi va prendre 3 mois. Et puis les 6 autres mois, ils se partagent. Donc déjà, elle dit que 20 ans après, c'est devenu une réalité. Et elle a même parlé aussi de la présidente de l'Irlande, qui a fait 16 ans au pouvoir. Et quand elle devait partir, les gens se sont posé la question de savoir, est-ce qu'un homme pourra diriger ce pays? Vous voyez, quand les stéréotypes sont débloqués, ça change tout. Et c'est ce que le président Ouattara voulait qu'on fasse. C'est un grand mouvement. C'est vrai, ça va mettre du temps pour que les chiffres deviennent comme nous voulons, au moins 30%, 50%. Mais la réalité est là, les outils sont là, les stratégies sont là. Et nous allons avancer dans ce sens-là. Alors, grâce à la mission qui vous a été confiée par le président Alassane Ouattara, vous avez développé des outils pour lutter, voire détruire donc, les stéréotypes, comme on vient de le dire, avec l'outil COFA. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce que c'est que cet outil COFA? L'outil COFA, c'est un outil qui, dans ma langue maternelle, signifie « va prendre ». COFA, ça dit « va prendre ». Mais en réalité, c'est un acronyme. Le « co » signifie conscientisation. Pour nous, il ne suffit pas de sensibiliser. Si moi, il faut conscientiser, que ça rentre dans la tête. C'est-à-dire, quand tu as fini de parler ou d'agir, la personne prend un autre chemin.
D'accord? Conscientisation. Ensuite, la conscientisation ne suffit pas. Le F, c'est la formation. Il faut lui donner les outils dont je vous parlais tout à l'heure. Comment est-ce que, pour gérer un budget, pour qu'il soit égalitaire, il y a l'analyse budgétaire selon le genre qui te permet de voir l'impact de ton budget sur les hommes et les femmes. Mais si tu ne connais même pas cet outil, tu peux vouloir lutter pour régler les inégalités, mais tu n'y arriveras pas. Donc, il y a la formation. Et puis, la dernière étape, c'est l'action. J'insiste beaucoup pour parler des politiques et des stratégies. De passer des politiques et des stratégies au résultat, il faut forcément passer par l'action, comme le compédium. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut faire des actions. En Côte d'Ivoire, on a formé des femmes avec des outils COFA qui sont allés régler des conflits qui duraient depuis... Donnez-nous un exemple complet. C'est ce que je vous explique. Il y avait un conflit qui durait depuis 6 ans. Dans une petite... Un conflit entre une religieuse qui donnait ses méthodes à suivre et puis les chefs qui ne voulaient pas de cette méthode. Vous savez, parce quand que la ça foi... venait d'une femme. Non, pas parce que ça venait d'une femme, mais je pense qu'il y avait des méthodes qui n'étaient pas très agréables pour le village. C'est quand les petites religions, les gens racontent des choses, ils disent non, ils ne sont pas d'accord. La femme dit, moi, c'est ce que j'ai entendu de mon Dieu, j'insiste là-dessus. Donc ça crée un conflit dans le village. Personne ne pouvait régler. Mais quand la jeune dame-là, elle est venue faire sa formation, le PNUD nous avait soutenu en son temps, à Yamoussoukro, au centre de la Côte d'Ivoire. Quand elle a eu les outils de médiation, quand elle est repartie, je vous ai dit qu'il faut changer, elle a géré le conflit. Et aujourd'hui, elle a la parole. Les chefs la respectent. Le préfet même de cette région-là nous a demandé de venir les former aussi à ces outils, parce qu'ils en ont besoin. Et la Côte d'Ivoire a traversé quand même beaucoup de crises. Et il faut que chacun ait ces outils pour qu'on puisse régler les problèmes. Il faut être concret. On a aussi formé les femmes des pasteurs, des religieux, des musulmans et tout ça. Elles nous ont dit, madame, on s'est mis ensemble, mais on n'avait même pas d'outils pour agir. C'est pas parce que je suis la femme d'un chef musulman ou d'un chef religieux que je peux régler les conflits de tous ceux qui viennent vers moi. Donc, vos outils nous ont ouvert les yeux. C'est ça, les questions de stratégie, Jean. C'est une question de stratégie. Donc ça passe par l'éducation, la formation. Ça passe par la formation, l'éducation, le changement de mentalité. Et puis souvent, c'est dans le subconscient. Vous êtes d'accord avec moi? Bien sûr, c'est des automatismes. Voilà, c'est des automatismes. Donc il faut détruire ces automatismes. C'est-à-dire qu'il faut parler, il faut choquer, mais gentiment. Hein. Moi, j'ai dit que tous les hommes... Il faut expliquer, il faut faire comprendre. C'est surtout ça. Et moi, je dis que les hommes, sur ma page Facebook, il y a 70% d'hommes qui me suivent et seulement 30% des femmes. Comment ça se fait, ça? Mais ça, je sais pas. Je suis en train de faire des recherches pour voir. Je me pose moi-même la question. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, en fait. Je me dis, mais attends, peut-être que... Ça veut dire que c'est quand même quelque chose de vachement bien, parce que ça veut dire que les hommes sont ouverts, finalement, à ce que les femmes prennent plus de place dans la société. Non, peut-être aussi que, comme on aborde la question sur l'aspect du développement, on n'aborde pas la question sur la paix de celui qui doit prendre la place de l'autre. Moi, tout le monde le connaît. Je dis simplement, gérons conjointement nos situations, nos pays, pour qu'on s'en sorte. Aujourd'hui, avec les crises que nous vivons ensemble, tout le monde sait qu'il y a un petit bouleversement dans le monde. Il y a la question du changement climatique. L'eau, l'environnement. Qui est toujours à la maison en train d'utiliser ces choses-là? Oubliez-les et on verra. La question de Covid-19, quand les gens sont malades, qui s'en occupe? Vous prenez des décisions, vous les oubliez. Quand il y a la crise, les gens se déplacent pour aller sur le terrain. Ils disent que les femmes sont douces, elles sont gentilles, elles sont faibles, donc elles ne peuvent pas aller sur le terrain, il y a la guerre. Ils vont seuls. Ça, c'est un exemple concret que je donne. Avec 2 milliards de francs CFA, ils achètent tout ce qu'il faut pour les personnes déplacées. Arrivés là-bas, ils se sont rendus compte qu'ils n'ont pas pris de serviettes hygiéniques. Ça, c'était pendant la crise en 2002. Où il y avait la première crise encore. Vous voyez? Donc, il faut qu'on soit ensemble. Et je lui explique et je lui démontre par A plus B que dans une région de la Côte d'Ivoire, à Boisseau, dans l'Est, les gens n'avaient pas accès à l'eau potable. Justement parce qu'ils n'ont pas pris en compte l'outil genre. Et moi, j'ai fait un programme dans ce sens. Je suis allée présenter à l'UNESCO. L'UNESCO m'a fait titulaire de chaire. Donc, de professeur SEM que j'étais, je me suis retrouvée à titulaire de chaire parce que la stratégie permettait à toute la population d'avoir accès à l'eau potable. Vous voyez un peu ce que je veux dire en termes d'outils. Alors, vous avez donc ce programme présidentiel qu'on appelle donc Compendium, on le rappelle encore, que vous dirigez, qui a été élu Best Practice par l'OIF et l'UNESCO et meilleur programme africain de valorisation des compétences féminines par le PNUD. Oui. Ça fait beaucoup de noms savants, ça. Alors, qu'est-ce que ça représente pour vous et pour la Côte d'Ivoire, cette élection de meilleur Best Practice? Oui, c'est ça. Je voulais juste rappeler que ce n'était pas la Côte d'Ivoire seule. Toute l'Afrique, il y avait 4 pays. Il y a l'Afrique du Sud,
qui a été aussi meilleur programme par rapport à son programme Réconciliation et Paix. Vous vous souvenez, beaucoup de gens parlaient de ça, mais ils sont plus vieux que nous d'ailleurs, en termes de programme. Ce que suit aussi la Côte d'Ivoire. On a vu pour les élections. Donc nous devons prendre aussi exemple, d'après cette réunion de coopération Sud-Sud, nous devons aussi prendre exemple sur l'Afrique du Sud par rapport à sa gestion de la crise. C'est comme ça qu'ils ont dit, tout le monde. Ensuite, il y a le Rwanda, sa gestion de l'économie verte. Ils disent que c'est un grand modèle à suivre pour toute l'Afrique. Il y a l'Ouganda pour sa gestion des réfugiés. Ils disent qu'il y a une certaine intégration que l'Ouganda fait des réfugiés qu'il faut qu'on connaisse pour que toute l'Afrique s'en serve. Et pour la Côte d'Ivoire, c'est la valorisation des compétences féminines. Ils disent qu'on a développé 12 stratégies à la fois qui, à la fin, si on passe à l'échelle, peut permettre d'atteindre au moins 9 objectifs de développement durable sur 17. Donc, c'est comme ça qu'ils nous ont élu meilleur programme. Et toutes les personnes qu'on a rencontrées, toutes les institutions, l'OCDE, la francophonie, l'UNESCO, on a même rencontré la ministre de l'égalité entre les hommes et les femmes de France, et ils ont trouvé que ce programme n'est même plus africain, mais il est mondial. Il est mondial. Et moi, j'ai été surpris aussi par tout ce qu'ils ont dit, vraiment. Vous avez rencontré Elisabeth Moreno? Oui, j'ai rencontré Elisabeth Moreno. Je vais parler du 10e anniversaire du Compédium, parce qu'elle connaissait déjà le programme. Avant qu'elle soit ministre, elle était allée en Côte d'Ivoire et elle a vraiment apprécié le programme. C'est comme ça qu'on a gardé nos contacts. Et puis, bon, ma grande surprise, elle a été nommée ministre et voilà, on continue nos relations. Voilà. Alors, est-ce que l'entrée des jeunes filles à l'école militaire préparatoire et l'entrée des femmes à l'école de gendarmerie décidée par le président Ouattara dès son accession au pouvoir peuvent être vraiment considérées comme de vrais acquis pour briser le plafond de verre? Oui, déjà, le plafond de verre est brisé. Je vous parlais tout à l'heure des stéréotypes. Les gens pensaient que les femmes, en Côte d'Ivoire, je sais que ce n'est pas la même chose en France, que les femmes ne pouvaient pas aller à la gendarmerie, c'est trop lourd, c'est trop contraignant, elles peuvent porter des grossesses, la Côte d'Ivoire va tomber en ruine. Les gens pensaient aussi qu'ils avaient dans leur subconscient que les petites filles, si brillantes qu'elles sont, ne peuvent pas aller à l'école militaire préparatoire. Jusque-là. Et c'est quand le président de la République est venu, Alassane Ouattara, il a dit, mais non, c'est pas possible. Il faut qu'on brise ce plafond de verre-là. Les jeunes filles, il a même fait construire des bâtiments pour que les jeunes filles aillent à l'école. Il n'y avait rien même pour leur permettre d'entrer. Donc on a dû construire des bâtiments spécifiques pour qu'elles aillent à l'école militaire préparatoire. Je vous assure, et je le dis très haut, les premières dans cette école, de la 6e à la terminale, sont pratiquement des jeunes filles. Puisque chaque année, on fait des prix d'excellence, ce que moi j'ai d'ailleurs reçu dans un autre domaine, on regarde les meilleurs. Et je vous assure, il y a une petite là, à Moacon, je crois, première. Et le général même m'a dit, attention, Madame la ministre, les filles sont en avant dans notre secteur. Et si le président n'avait pas brisé le plafond de verre, c'est vrai que les statistiques, par exemple à la gendarmerie, je ne les ai pas, mais c'est encore très faible. Mais ce qu'on retient, c'est que le mythe est brisé. Alors on peut avancer avec les outils, avec les programmes, avec les méthodologies pour atteindre les résultats de 50-50 que nous attendons. Vous allez voir que même dans ce domaine-là, vous attendez du 50-50 dans les effectifs? Même peut-être pas aujourd'hui, parce que c'est des questions de normes, c'est des questions de développement, c'est lourd. Mais on va y arriver, on va y arriver. Peut-être que nous, on ne sera plus là, comme me disait quelqu'un, mais les outils seront déjà là. Est-ce que vous avez envie que la Côte d'Ivoire soit un modèle d'égalité Moi, je en pense Afrique? qu'avec tout ce que j'ai entendu ici, sincèrement, déjà la Côte d'Ivoire est un modèle de développement de l'égalité homme-femme en Afrique. D'abord parce qu'on a une chaire UNESCO. Vous savez que la chaire UNESCO c'est une think tank. C'est une institution qui est labellisée par l'UNESCO. Quand on a la quintessence dans la matière, vous voyez, donc, quand il y a la connaissance dans le pays, il y a, je crois, combien de chaires au monde? Il y en a plusieurs, je n'ai pas le chiffre, je ne vais pas me tromper. Mais il y a 7 chaires aujourd'hui dans le monde qui s'occupent des questions de genre. Et nous faisons partie des toutes premières chaires dans ce domaine. Et on ne s'est pas assis. On a développé aussi des méthodologies. Et moi, quand j'ai le retour des personnes du monde, ils me disent ne même plus parler de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique, mais du monde. Ça veut dire qu'on l'est. On l'est. Avec, par exemple, le programme qu'on a développé qu'on appelle l'ingénierie du genre. Voyez, ça, c'est qu'est-ce que ça veut dire, l'ingénierie du genre? L'ingénierie du genre, c'est, on va dire, toutes les étapes qu'on doit suivre pour aboutir à une question d'égalité. Que ce soit depuis la conception d'un programme, la mise en œuvre, l'évaluation,
jusqu'à ce qu'on veut détruire comme stéréotype ou les inégalités qu'on veut corriger jusqu'à ce que ça soit atteint. Mais là, il y a plusieurs éléments qu'on met là-dedans, comment gérer un programme. On essaie de coordonner tout ça, mais en tout cas, c'est du génie qu'on a ressenti. Et l'OCDE a pris cela comme bonne pratique dans le rapport SIGI, le rapport africain. Donc, on est déjà un pays modèle, en fait. Mais il faut élargir notre horizon. C'est ce qu'ils m'ont dit. Voilà. Alors, bien que l'Afrique compte à la fois des pays à bas et à moyens revenus, le taux de pauvreté y est encore très élevé, hein, comme on le sait. La majorité des femmes travaillent dans des conditions précaires. Elles sont mal payées, elles ont peu de possibilités de promotion. Comment est-ce qu'on pourrait lutter contre ces inégalités et améliorer la condition de la femme au travail sur le continent? Je ne parle pas de la Côte d'Ivoire, mais sur le continent plus en général. Moi j'aime bien les exemples. La première des choses, c'est d'améliorer les conditions de vie des populations en leur permettant d'avoir accès, par exemple, accès aux revenus. Regardez, en Côte d'Ivoire, on a un grand programme que la première dame a développé depuis près de 10 ans qu'on appelle le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Là, c'est pour les femmes qui sont un peu encore plus dans la pauvreté. On améliore leurs conditions de vie. Sinon, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? On vous dit que vous ne pouvez pas avoir droit à la parole. En plus, vous n'avez pas de ressources. Donc, je réponds à votre question pour dire que il faut leur permettre d'avoir accès à l'éducation, aux revenus, d'accord, à la santé. Quand elles ont accès, elles vont vouloir avoir cette conscientisation-là. Elles sont heureuses parce qu'elles savent s'exprimer en français, elles ont de l'argent et tout. Après, il y a la conscientisation qui arrive. Après la conscientisation, elles vont vouloir participer parce qu'elles commencent à aimer leur pays, elles commencent à aimer leur environnement. Et puis, il y a le contrôle. Il ne faut pas sauter les étapes. Ça, c'est un outil du champ que je vous explique simplement comme ça. Il ne faut pas sauter les étapes. C'est-à-dire que ne venez pas pour dire aux femmes, venez prendre les décisions. Non. Ne venez pas pour dire aux femmes, on vous a violé, on va faire cela. Non. Il faut commencer à la racine du stéréotype, d'accord? Et puis même, bon, j'ai une idée sur les viols, mais comme ce n'est pas la question, on verra. Justement, on y vient, vous voyez, vous avez du flair. Justement, depuis le talk-show sur le viol qui a choqué toute la Côte d'Ivoire le 30 août dernier, où un présentateur de télévision a demandé à un violeur de simuler à l'antenne les gestes de cet acte criminel, la parole des femmes donc s'est libérée en Côte d'Ivoire, encouragée par une nouvelle génération de militantes très actives sur la toile. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce mouvement, de ce qu'il a généré dans la société et dans le monde du travail en Côte d'Ivoire? D'accord. Parce que ça fait le tour du monde quand même. Oui, si. Mais avant ça, je veux dire encore une fois que dans le domaine de la lutte contre les violences basées sur le genre, nous, on s'est assis une année en 2006. On s'est dit, mais aujourd'hui, 2006, vous voyez, on s'est dit, mais si aujourd'hui une femme est victime de viol, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Justement avec le programme des Nations Unies pour le développement. J'ai beaucoup travaillé avec eux, en fait, avec l'UNESCO et puis la francophonie, OCDE, mais avant ça. Et on s'est dit, bon, on va créer un centre de prise en charge. Il n'y avait pas de solution, de prise en charge de ces femmes et hommes victimes de violences. On appelait ça le centre PAVIOS. PAVIOS, prévention et action de lutte contre les violences sexuelles. PAVIOS, d'accord? Et ce centre-là, il est installé dans une commune à Abidjan qu'on appelle Atekoubé. C'est une commune précaire. On sensibilise d'abord les populations pour leur montrer la gravité. Parce que ce n'est pas évident. Hein. Quand il y a un viol, je vais vous expliquer, quand il y a un viol dans la communauté, quand on veut, la Côte d'Ivoire punit tout ça, on a les lois. Quand on veut punir, la communauté protège le violeur. Ça nous a choqués. Donc on a mis en place un système où ils n'ont même pas le temps de protéger le violeur qu'on a condamné des auteurs. Première chose. Deuxième chose, la victime, on la prend en charge de façon transitoire. On l'aide à avoir son certificat médical. On a fait un système avec la police, la gendarmerie, tout le système d'Atekoubé. Et on a eu des résultats énormes. On a condamné des personnes à plus de 20 ans de viol. Donc je ferme la parenthèse. 20 ans de prison, pardon. Pour répondre à votre question. 20 ans ferme? 20 ans ferme. Notre loi est très, très, très dure là-dessus. Mais, comme je vous dis toujours, entre la loi et les populations qui souffrent, il faut des stratégies pour mettre en application la loi. Vous voyez, non? Et c'est ce que le Centre PAVIOS a fait. Dernièrement, quand il y a eu les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre,
les jeunes femmes dont tu parlais tout à l'heure, La Ligue, elles se sont mises ensemble, elles ont cotisé, elles veulent soutenir ce centre-là. Qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement, la Ligue? C'est un mouvement très opérationnel. Oui, c'est un mouvement opérationnel. Mais ce que je leur ai dit à cette réunion-là, parce que j'ai fait des réunions avec elles, moi j'ai mes filles dedans, Marie-France Kouakou, que j'ai formées vraiment au ministère et tout, je les connais. Ce sont mes petites qui m'apprécient bien et moi j'apprécie ce qu'elles font parce que parce que je sais que la relève est assurée. J'apprécie cela. Mais ce que je leur dis, et ça je le dis à haute voix, s'il y a des cas de viol qu'on ne peut pas prendre en charge, c'est-à-dire si on n'est pas prêt, s'il ne suffit pas de décompter le nombre de viols, vous voyez, non, ça attire encore d'autres personnes à violer. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si on va à Daloa, la dernière fois j'ai vu une qui est partie à Daloa qui dit « Oui, on a violé telle fille, elle se plaignait. » Après, il n'y a rien. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que, vous voulez dire que ces femmes ont peur d'aller porter plainte? Oui, c'est sûr. Les femmes ont peur de porter plainte. La communauté n'est même pas prête pour porter plainte parce que chez nous, la prison, dans ma langue, on dit bissoir. C'est-à-dire étouffer on étouffe même la question. Donc, ça ne sert à rien. Je suis sûre que ça va créer encore d'autres personnes qui vont violer parce qu'il y a l'impunité. Moi, je veux qu'on lutte contre l'impunité. Les lois sont là. Est-ce que c'est encore beaucoup le cas dans les villages, dans les petites villes, j'imagine? Est-ce que c'est dans les... Moi, je pense qu'il y a quand même pas mal de viols. Hein. Et je vous explique la raison. Qui sont non punis, je veux dire. Oui, qui sont impunis et qu'il faut aller punir avec les stratégies, quoi. Sinon, les lois sont là. Les lois sont là, on veut en créer encore et tout ça. Et je vous dis une des belles raisons de l'impunité que j'ai essayé de corriger un jour. On a convoqué tous les imams, les hommes de Dieu, les décideurs et tout ça à une réunion de conscientisation, moi je ne parle pas de sensibilisation, sur les viols. Parce que c'est eux qui m'empêchent. Et à cette réunion, on a fait venir une petite de 8 ans qui avait été violée en son temps, qui était dans un fauteuil roulant. On ne l'a pas présenté d'abord, on l'a sensibilisé. Quand ils ont commencé à comprendre, on a poussé la petite. Je vous assure qu'ils étaient comme ça. Il y en a qui pleuraient, il y en a qui... Vous voyez, non. Et ce jour-là, ils ont compris qu'on doit faire autrement. La femme souffre dans son corps, dans son âme. Peut-être que vous ne vivez pas ça. Vous dites que la prison, ça veut dire bissoir, c'est-à-dire maison de caca. Donc, votre frère, votre oncle, celui qui a violé ne doit pas aller là-bas. Mais regardez la petite fille qui a la vie qui est gâchée. Qu'est-ce qu'on fait? Ils ont pris la décision. C'est pour ça que le centre a marché à Tékoubé. C'est ce que moi je veux dire. Ouais, non, parce que les grands mouvements... Et puis le genre varie d'un pays à un autre. Alors, venons à ça, justement. La Ligue a fait des émules, hein, puisque dans plusieurs pays de la sous-région, ces derniers mois, les ligues ont vu le jour au Bénin, au Mali et au Tchad. C'est une vraie petite révolution, finalement. Super. Moi, je pense que je les ai félicités. Hein. C'est parce que ça va permettre aux jeunes femmes et aux jeunes filles de s'ouvrir. Mais quand elles s'ouvrent, ayez en même temps la solution. Mais est-ce qu'aujourd'hui, une femme vraiment peut aller porter plainte sans crainte pour sa sécurité? En Côte d'Ivoire, que je connais plus, il y a par exemple au niveau de la police, on a un centre là-bas de lutte contre les violences basées sur le genre. Vraiment, la dame est très dynamique. Et s'il y a des cas, les personnes peuvent aller là-bas. Mais encore, il faut qu'elles aient l'information. Quand le centre Pavios aussi est là, c'est vrai que ça a été fait. Est-ce que ça, c'est que dans la capitale ou c'est mis en place dans... Moi, j'aurais souhaité, quand on a mis en place le centre, j'avais demandé en son temps, j'étais au ministère, je n'étais même pas ministre, j'avais demandé qu'il y ait un centre dans chaque commune, vous voyez, non? Parce qu'on travaille avec les fondements, avec les habitudes des personnes. Mais si c'est un seul centre qui a Tékoubé, qui doit accueillir les gens du Nord, mais ça ne va pas. Ça va pas. Voilà. Donc ça aussi, j'ai conseillé ça. Et je pense que la ministre actuelle va travailler à cela. Sur le référencement. Oui. Le référencement, beaucoup décentraliser le centre. Le centre aussi a été fait un meilleur programme par les Américains qui sont venus regarder. Mais donc, démultiplions simplement, ou bien. Voilà. Vous êtes aussi très engagée dans le combat des femmes vous avez été double médaillée d'or au 6e et 8e symposium international de l'eau de Cannes. Vous avez obtenu le prix d'excellence de la femme africaine attribué par la Commission de l'Union africaine, le prix d'excellence du président de la République de Côte d'Ivoire pour la valorisation des compétences féminines. Ça fait beaucoup tout ça. Quel est votre nouveau cheval de bataille en ce moment? Sincèrement, j'ai un seul nouveau cheval de bataille, c'est de passer à l'échelle. C'est de régionaliser tous ces merveilleux programmes qui m'ont valu soit des prix individuellement, mais aussi de pays donateurs à la Côte d'Ivoire.
et pays qui doit aller dans tout le monde entier. Donc je pense que mon challenge, c'est de faire passer à l'échelle. Donc dans le cadre du 10e anniversaire, j'en ai déjà parlé au président, il faut qu'on ait des ressources humaines, des ressources financières assez importantes pour que même au niveau de la Côte d'Ivoire, on puisse élargir. Il faut que les pays qui viendront pour le 10e anniversaire, on va partager, la francophonie est déjà très partenaire de cette organisation, qu'on puisse leur donner toutes les clés informatiques qui nous ont permis d'avoir ces succès au niveau de notre expérimentation. Vous voyez, non? La chaire, c'est une structure d'expérimentation. Donc, c'est ça mon challenge, deux challenges. Élargir ces merveilleux programmes au niveau de la Côte d'Ivoire pour que... Dans tout le pays, que ce ne soit pas que dans les grandes villes ou la capitale, mais que ce soit généralisé, que tout le monde puisse en profiter. On a 15 000 femmes au Compédium, mais la Côte d'Ivoire, c'est plus de 23 millions d'habitants. Dont la moitié sont des femmes, donc moi, je pense que 15 000, ce n'est pas suffisant. On va élargir encore ce challenge-là. Et puis, en même temps, aider les pays. Il y a le Bénin, par exemple, qui a commencé le Compédium. Mais elle m'a dit, madame, je suis un peu bloquée. Je lui ai dit non. Parce que c'est des stratégies qu'on a utilisées. C'est des boutons qu'on a mis. Et il faut partager ces boutons. Sinon, on ne peut pas y arriver. Il y a la Guinée qui est venue nous visiter. Il y a le Mali qui est venu nous visiter. Tous ces pays-là, dans le cadre du 10e anniversaire, le président a demandé qu'on fasse un grand symposium. On invite tous les pays du monde. Ceux qui peuvent venir, ceux qui peuvent rester en ligne, on verra. Mais on sera prêt à partager avec les pays demandeurs. Merci beaucoup et puis bravo pour toutes ces initiatives. On vous souhaite beaucoup de courage et puis de la chance. Et donc le prochain rendez-vous, c'est le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire en juin 2022. Je vous rappelle aussi que vous avez sorti un livre qui s'appelle « Le secret d'une aventure » où vous racontez justement tout votre parcours pour en arriver là. Merci beaucoup. Merci à tous. L'entretien du jour est terminé pour aujourd'hui. Bonne suite de programmes sur Télé Sud.